Merci déjà, merci de me donner la parole, merci à Anne d'avoir fait la courroie de distribution pour que je puisse venir vous parler. Je suis toujours content de réfléchir et de discuter et de partager mes opinions sur diverses choses, sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne YouTube, sur mon podcast, plein d'endroits. J'aime bien partager un petit peu comme ça et je ne l'ai pas beaucoup fait ces derniers temps et notamment autour de la crise du Covid-19 parce qu'il y avait un aspect tellement passionnel dans les échanges, tellement polémique, tellement voire violent que c'était difficile. Et je vois que même le très très peu que j'ai exprimé, même des fois des choses très neutres sur les réseaux par exemple, sur Internet, est tout de suite l'objet de choses très, très virulentes, très affirmées, etc. Et c'était pas très agréable finalement de discuter de tout ça. Alors j'ai réfléchi à des choses, mais je les ai beaucoup gardées pour moi. Et donc je vous remercie de me tendre un micro pour prendre le temps d'y réfléchir sur un format un tout petit peu plus long qu'un petit statut de réseaux sociaux. Donc j'ai plus de questions que de réponses, mais en tout cas c'est un angle intéressant qu'on avait un peu discuté en amont, qui est de s'interroger sur la question des relations humaines en temps de Covid-19, en temps de confinement, puis en temps de déconfinement. Et parce que là, il est beaucoup question, on parle beaucoup du changement, de ce qui pourrait changer. Alors selon que vous êtes de droite, de gauche, écolo, souverainiste ou nationaliste ou internationaliste, ou etc., vous n'avez pas la même opinion de ce qui pourrait changer, mais tout le monde a l'impression qu'il faut que quelque chose change. Mais il y a une intuition qui est assez partagée, c'est que le mode de relation, le mode d'entrée en relation aux autres, subit encore des modifications. On a cette intuition que notre mode d'entrée en relation aux autres, notre mode de création de liens et d'attachement est en train de changer, subit des changements, et ça pose quand même pas mal de questions. Je voudrais m'en poser trois essentiellement. La première, sur la perturbation du lien aux autres, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est du lien aux autres, qu'est-ce qu'il en est du changement de lien aux autres dans un moment où on prend des distances. On parle beaucoup de distance sociale, de distance physique. Quand on parle de prendre de la distance aux autres, alors qu'est-ce qu'il en est de l'attachement aux autres? Ça, c'est la première question. La deuxième, qui est un petit peu corollaire, c'est que devient la confiance dans les autres? C'est-à-dire, dans ce moment, qui est vraiment sous le signe de l'incertitude. Que devient la notion de confiance dans un monde plein d'incertitudes? Et puis, la troisième, c'est plus une question sur les rituels. Que deviennent les rituels, sachant que le rituel est quelque chose de très social? Eh bien, que deviennent les rituels sociaux au moment où on ne peut plus vraiment être ensemble, ou du moins plus vraiment comme avant? Donc voilà, que deviennent les liens aux autres quand on se distancie? Que devient la confiance dans un monde d'incertitude? Et que deviennent les rituels sociaux dans un monde où on ne peut plus être ensemble? Voilà, c'est mes trois axes de réflexion. C'est un sujet qui m'intéresse, qui est central pour moi, la notion de la relation aux autres, puisque tout mon travail consiste finalement à entrer en lien avec d'autres gens et à espérer que cette relation avec cette personne l'aide à changer et à aller dans une direction qui lui soit profitable. Donc c'est assez logique que les personnes dans mon corps de métier soient toujours un peu questionnées et remuées par cette question de la relation. Voilà. Donc mon premier questionnement, c'est donc sur cette notion d'attachement. Qu'est-ce qu'il est de l'attachement aux autres? Qu'est-ce qu'il en est du lien aux autres dans un monde où on prend nos distances? Et je voudrais juste revenir un petit peu en arrière sur la notion d'attachement telle que nous on l'entend, nous les psys. La notion d'attachement, le mot d'attachement a été beaucoup popularisé suite aux travaux d'un pédiatre psychanalyste du milieu du XXe siècle qui s'appelle John Bowlby. Bowlby, John Bowlby, qui était un psychanalyste et un pédiatre anglais à Londres. Et après la Deuxième Guerre mondiale, les Nations Unies lui ont confié un travail et lui ont demandé de produire un rapport sur les besoins des orphelins. Les besoins des orphelins, parce que on est à Londres, on est en 1945, la ville de Londres a été dévastée par les bombardements, il y a beaucoup d'orphelins, les orphelinats sont pleins.
de ces gamins qui ont perdu leurs parents. Et on demande, et il y a beaucoup d'orphelins dans le monde, on demande à Bowlby de produire un rapport là-dessus et de s'intéresser. Et il va remarquer beaucoup de choses sur la manière dont les enfants développent des liens particuliers à certaines de leurs nourrices plutôt qu'à d'autres. Et il va émettre une idée qui va un peu à contresens de ce qu'on pensait jusque-là. Si je remonte encore en arrière, les personnes qui s'étaient beaucoup intéressées au psychisme de l'enfant, c'était les premiers psychanalystes, c'est-à-dire Freud et ses suiveurs, et ils avaient comme idée que, je simplifie de façon caricaturale, mais que les enfants étaient dirigés vers la satisfaction de leurs pulsions, de leurs envies. Ils avaient envie de satisfaire leurs pulsions, impérativement et le plus possible, et petit à petit, ils allaient apprendre à se frustrer et à réfréner certaines de leurs pulsions pour trouver des compromis avec les autres. Et donc on avait comme ça une vision de la relation dans laquelle les comportements d'attachement, quand l'enfant manifeste des comportements d'attachement, c'est pour quelque chose en retour. Il manifeste des comportements d'attachement pour avoir de la nourriture ou des gratifications ou quelque chose comme ça. Et finalement, le monde qui était décrit par ces psychanalystes, par ces psychologues, était un monde comme ça un petit peu de concurrence avec les autres. Où finalement, si je m'attache à l'autre, c'est parce que je cherche à y gagner quelque chose. Où finalement, je suis toujours un petit peu entre concurrence et séduction avec les uns et les autres. Vous connaissez le célèbre complexe d'Oedipe. Et Bowlby va dire quelque chose de radicalement différent. Alors Bowlby et ses suiveurs, c'est pas le seul à avoir théorisé là-dessus. Il va dire non, l'attachement est un besoin primaire, est un besoin de base, comme les autres. Est un besoin comme on a un besoin de nourriture, comme on a un besoin de sommeil, comme on a un besoin de sécurité, comme on a un besoin d'avoir chaud, etc. On a un besoin fondamental d'attachement. C'est pas quelque chose que l'enfant produit pour obtenir quelque chose, c'est quelque chose dont il a besoin en soi. Et les gens qui le suivent, on va même les appeler les attachmentistes. D'accord ? Et il va d'ailleurs définir qu'il y a une certaine modalité d'attachement, qu'il va appeler l'attachement sécure. Et cet attachement sécure est le meilleur moyen de grandir en bonne santé mentale. L'attachement sécure, je ne vais pas entrer dans les détails, mais en gros, c'est l'idée que je puisse compter sur une personne. L'idée qu'il y a un lien sur lequel je peux m'appuyer, un lien sur lequel je peux compter. Et le fait d'avoir ce lien de sécurité va me permettre de développer et d'explorer le monde. Si vous voulez, c'est un renversement un petit peu d'idées. On a souvent l'idée que ce qu'on cherche, c'est à grandir, à s'autonomiser, à être autonome. Et on a l'impression que pour être autonome, il faut être détaché des autres. Si je suis en relation avec les autres et qu'ils m'influencent, je ne suis pas complètement libre. Pour être libre, il faut que je sois détaché de la relation aux autres. Or, pour les attachmentistes, c'est exactement l'inverse. C'est d'abord parce que j'ai eu une relation avec quelqu'un d'autre que je peux devenir libre. C'est parce que l'enfant est parfaitement au courant que son parent n'est pas trop loin, qu'il peut se permettre de se lancer, d'essayer de marcher, quitte à tomber. Et tous ceux qui ont des enfants le savent, pour qu'un enfant apprenne à marcher, à un moment ou à un autre, il va tomber. Il va même tomber pas mal de fois. Qu'est-ce qui fait qu'il ose se lancer en sachant qu'il risque de tomber ? C'est parce qu'il a un attachement sécure à un autre adulte, à un autre être humain qui est un adulte et dont il sait qu'il peut compter sur lui si jamais il tombe, ou dont il sait que c'est pas très grave de tomber si cet adulte est dans la pièce. Il y a cet attachement qui se crée et en fait, cet attachement sécure est la condition pour grandir. Et à chaque fois, c'est pareil et on le sait par la suite dans le développement de l'enfant. Quand un enfant n'est pas en sécurité, quand il est dans une famille maltraitante ou des choses comme ça, il n'arrive pas à apprendre, il n'arrive pas à se développer, il n'arrive pas à explorer le monde. Et en fait, on a besoin de cette sécurité de l'attachement relationnel pour grandir et pour se tourner vers l'autonomie et la liberté. Et ce qui caractérise cet attachement, et là je vais me diriger tout doucement vers le sujet de la conférence, ce qui caractérise cet attachement, c'est ce qu'on appelle la permanence du lien. La permanence du lien, et pas la permanence du comportement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que je suis attaché de façon sécure à quelqu'un si je sais que même si son comportement peut varier, cet attachement-là, il reste le même. C'est-à-dire que, par exemple, si je suis un tout petit enfant et que j'ai faim, mon parent va me donner à manger, mais il y a des moments, il ne va pas me donner à manger tout de suite, parce qu'il est occupé, parce qu'il fait autre chose, parce qu'il n'a pas compris ce que je voulais, parce que je ne sais pas encore parler. Mais le lien de confiance va demeurer, même si le comportement peut être parfois décevant. Un enfant, il peut ne pas comprendre pourquoi son parent va s'énerver contre lui quand il a fait une bêtise, et puis 2 minutes après va être sympa, il peut des fois ne pas comprendre, mais le lien
demeure, la sécurité du lien demeure, et il sait qu'il peut compter globalement sur cette personne. D'ailleurs, les enfants qui sont très maltraités ne peuvent pas compter sur ce lien-là, et ils vont très mal psychologiquement. La permanence du lien, on pense qu'elle apparaît notamment quand l'enfant est capable de commencer à dire ses premiers mots et de nommer les choses. Pourquoi ? Parce que nommer quelque chose, c'est être capable de le faire exister quand il n'est pas là. On pense qu'il y a un âge où quand l'enfant voit disparaître un objet, ou un humain, s'il voit disparaître sa mère, il y a un âge où si l'enfant voit disparaître sa mère, il peut se mettre à pleurer tout de suite. Parce qu'il a une espèce d'intuition que si elle disparaît, elle n'existe plus, il n'y a pas de raison qu'elle réapparaisse. Puis au bout d'un moment, il comprend que même si elle disparaît, si elle me dit au revoir quand elle part le matin, quand elle me dépose à la crèche, je sais qu'elle va revenir, je sais que je peux compter sur elle. C'est-à-dire que quelque part, je la fais exister même en son absence. Et ce qui va vraiment matérialiser ça, c'est le fait de nommer. Si je nomme, si je dis, par exemple, si je dis le mot maman, ça évoque quelque chose chez moi. Ça évoque des images, ça évoque une affection, ça évoque plein de trucs. Et chez vous aussi, chez chacun d'entre vous, le mot maman évoque différentes choses. Le fait de pouvoir nommer quelque chose, c'est dire la permanence du lien. Il y a quelque chose qui existe en son absence. Je donne une existence à la chose. C'est un grand signe d'évolution, si vous voulez, en termes d'espèce humaine. L'espèce humaine est capable de faire ça, de faire exister les choses en les nommant, en parlant et en racontant des histoires dessus. D'ailleurs, c'est assez significatif, je trouve, que dans la Bible, le livre le plus vendu du monde après le catalogue Ikea, quand même, la Bible décrit que le premier travail, un des premiers boulots du premier être humain, Adam, c'était de nommer les animaux. C'est-à-dire que le Dieu de la Bible demande à Adam de regarder chaque animal et de lui donner un nom. Vous voyez, c'est très intéressant. Il lui demande de faire exister ces animaux réellement, même en leur absence. On pourra les nommer grâce à lui, ils auront une existence. C'est-à-dire cette espèce de capacité d'abstraction, cette capacité de faire exister en l'absence de quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est possible pour les êtres humains et entre êtres humains. Or, là, dans cette période de Covid, je ne vous apprends rien sur le fait que le contact entre êtres humains change beaucoup. Et il change alors de plein de manières. Bien entendu, c'est banal de dire finalement on se voit avec des masques, on doit lire nos yeux. Enfin, il y a aussi d'autres choses qui ont changé. Et on l'a bien vu au début de l'épidémie, au début du confinement, quand on a commencé à beaucoup parler de cette contamination. Il y a eu aussi une espèce de méfiance qui est apparue entre les êtres humains. Méfiance, l'inverse de la confiance du coup. Il y a une méfiance qui est apparue entre les êtres humains. Parce que cet ennemi, le Covid, là, le coronavirus, c'est un ennemi invisible. On ne peut pas le voir, par définition, on ne peut pas le voir, puisqu'il est invisible à l'œil nu. Il est tellement petit qu'il faut des microscopes très spécifiques pour le voir. On est obligé de colorier les images, sinon on ne voit rien. Et ces images, d'ailleurs, si vous vous rappelez, elles ont eu beaucoup de succès. Hein. Vous savez, les images où on le voit en couleur, là, en rouge et vert, avec sa petite couronne, on les a beaucoup vues, ces images, elles ont beaucoup tourné. On a besoin de mettre une existence derrière cette invisibilité. Et petit à petit, à force de dire que le problème était la contagion, on est arrivé à faire incarner l'ennemi invisible chez l'autre. L'autre humain est potentiellement un ennemi. L'autre humain est devenu le virus. Puisque le virus, je ne peux pas le voir, le virus, c'est celui qui m'approche de trop près. Le virus, c'est celui qui me contamine. Le virus, c'est celui qui tousse. Et il y a eu une espèce d'incarnation du virus chez les autres. On a vu apparaître, et tout le monde l'a dit, et là pareil, je ne veux pas enfoncer de porte ouverte, des beaux mouvements de solidarité et des liens qui se sont créés. On a vu aussi des liens de méfiance, des liens d'inquiétude envers le lien aux autres. On nous a, et c'était une bonne chose par rapport à la contagion bien sûr, mais on nous a rendu inquiets de cette proximité dans le lien aux autres. Les autres humains sont devenus le virus. Il y a aussi quelque chose qui a été très frappant, notamment en début d'épidémie. Maintenant ça a changé parce que nos connaissances ont changé, mais c'est vrai qu'au début de l'épidémie, quand on était parti sur le modèle de la grippe, le modèle dans lequel les enfants sont peu malades mais plutôt vecteurs de la maladie, etc. Vous savez que dans certains pays, quand il y a une épidémie de grippe, on ne vaccine que les enfants. Par exemple, au Japon, ils ne vaccinent que les enfants parce que c'est eux les vecteurs. Donc on était parti sur ce modèle-là. Et donc les premières connaissances qui circulaient, quand le confinement a commencé, quand les écoles ont été fermées, c'était les enfants, c'est dangereux, les enfants sont vecteurs de la maladie, les enfants pourraient nous la transmettre même s'ils ne sont pas malades. Et finalement, c'est un peu à cause d'eux que les personnes âgées vont être malades et vont mourir.
Et il s'est passé quelque chose d'étonnant, c'est que moi je l'ai constaté parce que j'ai des enfants petits, mais si vous avez des enfants, ou si vous avez autour de vous des gens qui ont des enfants petits, il y a quelque chose de très étonnant. Le très très peu de sorties qu'on faisait pour leur faire prendre l'air, pour les faire s'aérer, mais vraiment juste en bas de mon immeuble, on sortait une demi-heure par jour en bas de l'immeuble pour les faire s'aérer. Et je me rendais compte que les gens avaient parfois peur des enfants. Et c'était très étonnant, c'est-à-dire qu'ils s'approchaient et hop, ils faisaient un détour pour s'éloigner plus spécifiquement des enfants. J'ai même eu quelqu'un qui faisait son... Il y avait un de mes enfants qui jouait en bas de l'immeuble, dans la cour de l'immeuble, et il y avait quelqu'un qui revenait de son jogging, qui était tout transpirant de son jogging, et qui nous a dit non mais vous ne devriez pas faire courir les enfants ici, après il va disséminer le virus dans l'allée. Alors que lui-même venait de parcourir les rues de Paris en transpirant, etc. Vous voyez, il y avait une espèce d'incohérence et on s'est mis à avoir peur des enfants. Et je pense que c'était très étonnant pour les enfants. En tout cas, j'ai pu le voir sur les enfants qui étaient dans la cour de l'immeuble, ils avaient beaucoup de mal à le comprendre. Les enfants, d'habitude, ce sont des êtres dont on ne se méfie pas. Ce sont des êtres dont on n'a pas peur, quand ils sont petits du moins, hein, on n'a pas peur trop qu'ils nous agressent, on va facilement vers eux, on leur parle facilement, d'ailleurs ça fait des fois peur aux parents, pourquoi il parle à mon enfant celui-là, mais on leur parle facilement, on les regarde facilement, on s'en approche facilement. Et les enfants prennent l'habitude de ça, ils ont l'habitude d'être approchés facilement. Et le fait qu'on s'éloigne d'eux, ou qu'on les empêche de s'éloigner des autres, ça c'est un vrai gros changement. Et ça leur a fait bien bizarre aux enfants, et aussi un petit peu aux parents. Et voilà, et donc petit à petit, et puis d'ailleurs vous le voyez bien, encore maintenant, alors plus sur les enfants, mais sur les adultes, en fonction de nos opinions, en fonction de nos peurs, on en est venu très rapidement à faire incarner nos peurs chez un autre. C'est-à-dire que, par exemple, les gens qui sont très très prudents, qui ont très peur de la contamination, quand ils voient quelqu'un sans masque ou qui s'approche trop près, il peut y avoir de la méfiance ou de l'agressivité, hein, espèce de virus. Par contre, à l'inverse, quand il y a quelqu'un qui est plutôt cool et tranquille, qui n'a pas trop peur, et qui voit quelqu'un prendre trop de précautions, mais espèce de parano. Moi je le vois bien au cabinet de consultation, entre les gens qui vont porter leur masque d'un air là et qui, à peine assis, vont me dire « Docteur, je peux l'enlever ?» Alors, je leur dis « Bah non, écoutez, il faut qu'on prenne nos précautions, justement, c'est un lieu de passage, etc. » Et à l'inverse, des gens ultra méfiants qui ne veulent même pas revenir au cabinet de consultation parce qu'ils ont trop peur de sortir. Vous voyez, donc il y a... ça pose la question de comment, je vous ai dit que j'avais plus de questions que de réponses, hein, comment on va réinventer une possibilité d'être en sécurité ensemble. Comment être en sécurité ensemble quand notre présence entraîne une méfiance. Voilà, il y a une crise de la sécurité entre êtres humains. Et donc ce qui m'amène à la notion corollaire de la confiance. Que devient la confiance dans ce monde où il n'y a que de l'incertitude? On est dans un monde qui semble très probabiliste. J'aime bien cette phrase de Barack Obama là, qu'il a dit il n'y a pas longtemps. Cette pandémie a enfin enterré l'idée que tant de nos responsables savent ce qu'ils font. C'est intéressant ça de la part d'un ancien président de la première puissance mondiale. On a enfin enterré l'idée que les dirigeants savent ce qu'ils font. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a une vraie crise de confiance. Et il y en avait déjà une, mais alors là, elle est considérable. Une crise de confiance, notamment dans deux domaines. C'est une crise de confiance dans le politique et une crise de confiance dans le scientifique. Crise de confiance dans le... Pourquoi il y a cette crise de confiance? Parce qu'en fait, la technologie a tellement évolué qu'on nous a appris à faire confiance à la technique, à faire confiance aux statistiques, à faire confiance à l'épidémiologie, à faire confiance à la sociologie, à faire confiance à toutes ces matières qui comptent, à l'économie, pour prendre des décisions. Et on se disait juste, je caricature encore une fois, mais que les politiciens étaient des gens qui prenaient des décisions en fonction de leurs opinions et de leur manière de lire des connaissances réelles. Ils voient quelque chose et ils prennent une décision en fonction de ça. Or, ce qu'on se rend compte, c'est que face à l'inconnu, ces politiques, ils sont humains, quoi. Ils sont humains, trop humains. Ils changent d'avis, ils réfléchissent, ils tâtonnent, ils se plantent, et même parfois, c'est quand même assez rare pour être souligné, parfois ils le reconnaissent, qu'ils se sont plantés, qu'ils auraient peut-être pas dû, qu'ils ne savaient pas. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, au niveau de l'opinion, c'est très dur à supporter pour les gens. Très très dur à supporter. On préfère que quelqu'un soit pétri de certitude et se dire qu'il ment,
plutôt que quelqu'un qui nous dirige et qui est censé prendre des décisions fermes et solides, plutôt qu'imaginer que lui aussi il tâtonne, qu'il réfléchit et qu'il n'est pas trop sûr. Quand les politiques ont changé d'avis, par exemple, sur quoi que ce soit, alors attention, hein, je ne fais pas de jugement de valeur, je ne dis pas qu'ils avaient toujours raison, toujours tort, je suis... C'est pas ma matière, hein, vraiment, la politique, l'économie, etc. Et juste que ce que je constate, c'est la réaction. La réaction est, quand les politiques changent d'avis, c'est qu'ils ont dû mentir. C'est très dur pour les gens, c'est une minorité de gens, je trouve, qui admettent qu'il pourrait y avoir de l'humanité et de la bonne foi dans un politique qui dit « je me suis trompé ». Il y a vraiment une crise de confiance dans le politique. Quand ils se trompent, on répond « ils mentent ». En fait, ils savaient. En fait, ils étaient au courant. Alors, il y a des fois, c'est vrai, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des choses qui ont été avouées, par exemple, qui paraissent sidérantes en d'autres périodes. Quand je disais « ils admettent qu'ils se sont trompés ». Pire que ça, moi, c'est rare que je le vois assumer aussi tranquillement, c'est ils admettent qu'ils ont menti. C'est pour l'histoire des masques, par exemple. Moi, du peu que j'en ai compris, alors oui, d'accord, il y a eu des problèmes dans la gestion des masques, il n'y en avait pas assez, etc. C'est dû à plein d'erreurs politiques successives, etc. etc. Et quand on a souligné à certains hommes politiques et représentants politiques, et même au Premier ministre, il me semble, finalement, au début, vous avez dit que les masques n'étaient pas utiles pour les gens pas malades, et maintenant qu'il y en a, vous êtes en train de dire que tout le monde devrait porter un masque, que c'est utile même pour les gens pas malades pour éviter de disséminer les choses. Comment ça se fait que vous avez eu ce revirement? Alors il y a quelques hommes politiques qui disent non, on n'a jamais changé de ligne, et on a quand même entendu des dirigeants politiques nous dire si en fait c'était utile, mais on a préféré ne pas le dire parce qu'il n'y avait pas assez de masques. Ils ont vraiment dit quoi. Il n'y avait pas assez de masques, donc il valait mieux qu'on tienne ce discours-là pour garder les masques pour les soignants. Mais maintenant, on peut changer de discours et en fait, les masques, c'est utile. Mais, alors bien sûr, on peut se demander, mais pourquoi ils n'ont pas dit la vérité d'emblée? Pourquoi ils n'ont pas dit, écoutez, on est désolé, on a mal géré les stocks, va falloir que tout le monde fasse un effort et qu'on laisse les masques pour les soignants, mais en fait, non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont tenu un discours qui n'était pas vrai, et c'est incroyable de voir qu'ils l'ont reconnu. C'est rare que les politiciens disent, oui, c'est vrai, on a menti, mais c'est parce qu'on ne savait pas trop comment gérer ce bordel. Voilà, je trouve qu'on est dans un truc très étonnant. Ce que je trouve... pas bizarre, mais frappant, on va dire. Moi, j'ai tendance à me dire que quelqu'un qui reconnaît qu'il s'est trompé, quelqu'un qui reconnaît qu'il a changé d'avis, quelqu'un qui peut faire des nuances comme ça dans sa pensée, est quelqu'un d'intéressant, si vous voulez. Mais je vois que c'est très difficile pour les gens de l'admettre et de le reconnaître. Si jamais ils ont changé d'avis, si jamais ils ont fait la moindre maladresse, c'est une catastrophe. Et puis, peut-être un domaine que je connais un tout petit peu plus, celui de la science, il y a une crise de confiance dans la science. Pendant un bon moment, la science a résolu tellement de problèmes, elle nous a aidé à prendre de telles décisions, elle a permis de telles choses tellement intéressantes, qu'on s'est mis à avoir confiance dans la science, dans sa capacité d'amener des réponses. La science, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose qui donnait des réponses, qui donnait des certitudes, des chiffres, des choses tangibles, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer. La science, on peut compter dessus, c'est elle qui nous a permis de fabriquer les fours à micro-ondes et les ordinateurs. La science, c'est du solide. Et on a oublié la vocation initiale de la science, à mon avis. Le cœur de la science n'est pas, à mon avis, la certitude, mais bien la gestion de l'incertitude. Normalement, être scientifique, ce n'est pas avoir des certitudes. Il y a des choses qu'on peut savoir de façon ferme, mais on ne les sait que, selon la formule consacrée, jusqu'à preuve du contraire. Il y a, pour ceux qui passent comme moi un peu trop de temps sur Internet, vous connaissez peut-être sur le site YouTube, il y a une chaîne de vulgarisation, il y a plein de chaînes de vulgarisation scientifique que j'aime beaucoup. Il y en a une que j'aime bien, qui est une des pionnières, une de celles qui a le plus de succès, c'est une chaîne qui s'appelle e-Pensée, E-Pensée, qui est animée par quelqu'un qui s'appelle Bruce Ben-Amran, qui est un type remarquable et qui a fait beaucoup de vidéos de vulgarisation scientifique très très pointues et en même temps très accessibles. Et il avait fait une vidéo géniale dans laquelle il disait cette phrase que j'avais adorée. Il dit « Un scientifique aguerri ne cherche pas à démontrer que ce qu'il pense est vrai. Un scientifique aguerri cherche à démontrer que ce qu'il pense est faux. Et c'est uniquement quand il n'y arrive pas un certain nombre de fois qu'il s'autorise à penser que ce qu'il pense est vrai. » Je trouve ça remarquable, et ça, je trouve que c'est une bonne compréhension de l'esprit de la science. Je disais souvent, quand je travaillais au CHU et que les internes, les étudiants travaillaient sur un papier pour le publier, je leur disais, ils étaient contents d'avoir trouvé quelque chose, et je leur disais, n'oubliez pas que quand on publie un papier, c'est une façon de demander à nos collègues de nous contredire. Alors ça les énervait beaucoup que je dise ça,
Mais je pense que profondément, c'est ça l'idée. Pour donner un exemple hors médical, vous savez, il y a un siècle et quelques, en 1905, un certain Albert Einstein avait déterminé, avait montré dans ses équations, avait postulé que la vitesse de la lumière est indépassable. Rien ne peut aller plus vite dans l'univers que la vitesse de la lumière. Vous le savez sûrement, c'est un postulat de base d'Einstein. Et il y a, je ne sais plus, 10, 15 ans, je ne sais plus, il y avait des chercheurs en Italie qui avaient mesuré la vitesse de neutrinos, donc c'est des particules, des petites particules. Ils avaient mesuré que des neutrinos allaient plus vite que la vitesse de la lumière. Alors ils se sont dit, il y a un problème là. Ils ont publié leur papier en disant, on a mesuré des neutrinos qui allaient plus vite que la vitesse de la lumière. Alors il y a eu un tollé chez les scientifiques, ça remettait en cause un siècle de physique. C'était invraisemblable. Et qu'est-ce qu'ont fait ces gens-là? Eh bien, ils ont publié leurs résultats et ils ont publié tous leurs calculs. Ils ont mis sur Internet, merci Internet, toutes leurs données, tous leurs tableaux Excel, tous leurs machins, en disant, allez-y, reprenez nos données, s'il vous plaît, quoi. En gros, moi je l'interprète comme, montrez-nous qu'on a tort. On avancerait tous à se dire qu'on a tort. Alors, effectivement, ils avaient tort. Il y avait des erreurs de calcul qui ont pu être démontrées par une autre équipe à partir des données qu'ils ont publiées. Donc non, Einstein a encore raison pour le moment. Mais ça veut dire que quand on publie un article, on demande, j'allais dire, on supplie nos collègues d'essayer de tout faire pour nous montrer qu'on se trompe. Et vraiment, s'ils n'y arrivent pas, on se dit peut-être c'est vrai jusqu'à preuve du contraire. Et profondément, c'est ça la science, et je pense qu'on l'a pas mal oublié et que ça a créé une crise de confiance parce que d'un seul coup, on se retrouvait face à des scientifiques qui disent « Ok, alors on connaît pas bien ce truc-là, on avance, on tâtonne, on réfléchit, on n'est pas encore sûr, on en apprend tous les jours. » Et finalement, c'était ça aussi difficile à supporter. Et pour parler en tant que soignant, ça a été même difficile à supporter pour des soignants. Et il y a des jeunes soignants qui ont été élevés dans une médecine, effectivement, qui a des certitudes, qui amènent des preuves, qui amènent des choses précises. Et là, tâtonner, avancer petit à petit, ben voilà, les jeunes soignants en avaient, je suis entre les deux, moi je suis entre les jeunes et les moins jeunes, avaient presque perdu cette idée que la médecine scientifique, c'est pas la médecine qui sait, c'est justement la médecine qui cherche. Voilà, on parle de médecine fondée sur les preuves, mais il ne faut pas oublier qu'une preuve, ça se construit. Donc voilà, et bon, évidemment, vous m'aurez vu venir, c'est très dur de ne pas parler de ça en ce moment. Je vais quand même prononcer le nom de Didier Raoult, pas du tout pour vous donner mon avis sur ce qu'il dit et sur ce qu'il ne dit pas. Je ne vais pas du tout m'exprimer là-dessus, c'est juste que je me suis aussi posé la question, comment ça se fait que cette personne a ce type de succès-là? C'est-à-dire qu'il a entraîné dans son sillage des gens qui, par exemple, reconnaissent ouvertement qu'ils n'ont pas les compétences et la capacité à juger du bien fondé ou pas des choses, mais qui disent qu'il a raison. Et peu importe qu'ils ne... On en voit beaucoup, hein, peu importe que ce ne soit pas leur domaine, peu importe qu'ils ne sauraient pas lire les études favorables ou défavorables à ce qu'ils proposent, peu importe que ce dernier soit controversé, peu importe les arguments, il y a une espèce de croyance de gens qui se sont ralliés à lui, de gens qui se sont mis à le soutenir, à le supporter. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce qu'il fait pour qu'il entraîne une telle adhésion? Alors, bien entendu, beaucoup de gens ont analysé ça sous l'angle de la rhétorique, sa manière très inhabituelle de communiquer, d'utiliser une rhétorique du buzz dans un monde qui n'en a pas l'habitude, etc., etc. Voilà, parler de sa personnalité, sa façon de communiquer, etc. Mais sur le plan psychologique, moi je pense que ce qui a aidé à ce que ça marche et à ce que ça entraîne des choses aussi passionnelles de l'ordre de la croyance et une vraie guerre de religion, c'est notamment parce que c'est un bonhomme, quoi. C'est quelqu'un, c'est un être humain. La science en général est surtout de nos jours, plus le temps avance, et plus la science n'est plus incarnée dans un être humain particulier. La science, comme dit un autre vulgarisateur que j'apprécie beaucoup, la science est un héroïsme collectif. D'accord ? La science, c'est quelque chose qui se fait en collectif. On essaye les uns les autres de faire avancer le schmilblick. On essaye les uns les autres de se contredire, de trouver des éléments, d'argumenter, d'être prudent, d'arriver à des consensus. Or là, et ça c'est... Et donc, vous vous rappelez ce que je vous disais sur la permanence du lien.
ça c'est moins incarné, c'est très dur à faire exister en son absence. Si je dis le consensus scientifique dit que les études disent que les chiffres, la technique, la tendance, eh bien c'est beaucoup plus abstrait, beaucoup plus désincarné et ça demande un effort d'abstraction important aux scientifiques. Mais si je dis Didier Raoult, hop, vous avez tous une image en tête. Vous voyez quelqu'un. Et en fait, je pense que, alors non seulement le fait qu'il avait des idées qui se voulaient rassurantes sur le fait d'avoir trouvé un traitement, de dire que l'épidémie était finie, etc., mais je crois que ce qui fait le succès, c'est pas seulement ses opinions, c'est beaucoup sa manière d'employer de la rhétorique, mais c'est aussi le fait qu'il incarne, qu'il devient quelqu'un, qu'il devient identifiable, qu'il devient un monsieur qu'on peut voir, qu'on peut reconnaître. Et je pense que ça crée justement une espèce de permanence du lien. Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, c'est très, très, très compliqué comme débat, mais ça entraîne une permanence du lien. Voilà, je pense que c'est pas une permanence du propos, c'est pas une permanence de la technique, donc comme je disais sur les parents, c'est pas la permanence d'un comportement. C'est une permanence d'un lien, c'est une permanence de la personne. Et je pense que ça permet un attachement à une figure rassurante et ça explique, à mon avis, en grande partie ce succès et aussi cette controverse. Du coup, je vais passer à la troisième question que je me proposais de réfléchir avec vous. Du coup, je change un peu là, je change de sujet, même si je reste dans le sujet de la relation. C'est le changement au niveau des rituels sociaux. Que deviennent les rituels sociaux à cette époque où il est difficile d'être ensemble? On sait déjà que nous vivons dans un monde dans lequel les rituels ont changé, dans lequel il y a eu une forme d'épuisement des rituels. Il y a eu des rituels relationnels qui ont été transformés, qui ont été dérivés de leur vocation première, qui ont été dépouillés d'un certain nombre de croyances, notamment voilà, les rituels autour de la famille qui ont changé parce qu'on n'est plus dans les mêmes options sociétales et religieuses qu'à une époque. Et puis au niveau des rituels du deuil. Les rituels du deuil, avec une société qui s'est laïcisée, il a fallu inventer d'autres rituels du deuil et voir qu'il y ait moins de rituels de deuil. Et il n'y a plus tous ces rituels qui entourent la question du deuil. Et à ce moment-là, si vous voulez, arrive la crise du Covid, et finalement on se rend compte qu'il y en avait quand même du rituel de deuil. Parce que là, le rituel de deuil devient sacrément impossible, devient sacrément compliqué. Un des trucs qui a été le plus difficile et le plus douloureux à gérer pour les familles et pour les soignants, c'est donc, on sait qu'à peu près, en France, à peu près la moitié des morts du Covid-19 sont des personnes qui vivaient dans des EHPAD. Enfin, c'est beaucoup de personnes âgées. C'est un virus qui tuait beaucoup de personnes âgées. Et il y a beaucoup de gens, aussi bien dans les hôpitaux que dans les EHPAD, qui n'ont pas pu avoir de visite dans leurs derniers instants, qui n'ont pas pu être accompagnés. Il y a beaucoup de familles qui n'ont pas pu être là au moment du décès d'un proche, au moment des derniers moments de leurs proches. Vous en avez tous entendu parler. Ça a été douloureux pour les gens, ça a été douloureux pour les soignants. Vraiment, j'ai eu beaucoup de témoignages de soignants qui disaient que c'était vraiment un crève-cœur de dire aux gens non, vous ne pouvez pas venir. Oui, votre papa, votre maman va décéder là dans les heures qui viennent, mais non, vous ne pouvez pas venir. Si bien qu'il a fallu après y avoir dans un second temps, il y a eu des aménagements. On pouvait venir, mais un temps très limité. Mais le rituel moderne, le rituel, si vous voulez, qui non religieux, je ne parle pas de religion, le rituel humain, laïque, etc., du deuil, qui est qu'on essaye d'être là pour les derniers instants, qu'on accompagne quand même la personne jusqu'à sa dernière demeure, etc. Toutes ces choses-là ont été très perturbées, avec des accompagnements minimes, avec très très peu de monde, distants les uns des autres. Ça aussi, distants les uns des autres, c'est quelque chose. Si vous avez... Enfin, hélas, on en vit tous à un moment ou à un autre. Si vous avez déjà assisté à des enterrements, alors je parle des enterrements qui se passent bien, pas l'enterrement où toute la famille va se déchirer autour du tombeau du défunt, bien sûr. Hélas, il y a des familles où c'est compliqué, mais si vous avez déjà assisté à des enterrements dans des familles où il y a des bons liens, bizarrement, on a tous fait ce constat. C'est un moment de chaleur humaine, c'est un moment d'affection, c'est un moment d'amour, vraiment. Il y a un lien autour des gens qui étaient reliés à la personne qui est morte, et on est toujours... Enfin, moi, ça m'a
je vais pas dire toujours, j'en ai pas vécu tant que ça, mais les quelques deuils que j'ai vécus et les quelques enterrements auxquels j'ai été, j'ai toujours été frappé par cette chaleur humaine, par cette affection débordante des uns envers les autres. Et je crois que ça fait partie des choses qui nous aident dans ces moments-là. Et bien ça, c'est quand même très perturbé par le Covid. On ne peut pas se toucher, on peut se parler de loin, on ne peut pas être nombreux, il ne peut pas y avoir tout le monde. Voilà, moi, comme je sais, quand ma grand-mère est décédée, j'ai été frappé par le nombre de gens qui étaient là. Et je me dis, tous ces gens qui l'ont connu, tous ces gens qui l'ont aimé, je ne me rendais pas compte. C'était dingue. Pour moi, c'était gigantesque, quoi. On se croit toujours le seul à aimer les autres. Hein. Mais voilà, donc ça, c'est quelque chose qui change, et je ne sais pas ce que ça va devenir, pour prendre des choses plus triviales, on va dire. Les liens sociaux vont changer. Les liens sociaux vont changer, ne serait-ce que notre manière de nous dire bonjour. On va quand même être amené à reconsidérer différemment le fait de se faire la bise. J'en parlais avec une très bonne amie et collègue qui travaille aux urgences à Metz, et je lui disais, moi j'avais été... Je ne suis pas de l'Est au départ, hein, moi je viens de Lyon, mais j'ai fait tout mon internat, mon clinica, praticien hospitalier, etc. En Lorraine. Et je continue à y passer la moitié de ma vie professionnelle pour les formations que je donne. Et donc je suis vraiment lorrain d'attachement, et donc je suis un peu dans l'Est, du moins au niveau du cœur. Mais j'ai été très frappé, dans certains stages notamment, du nombre de bises qu'on faisait. Il y avait vraiment un côté très tactile. Alors ça ne me dérange pas de faire la bise aux gens, mais c'est vrai que des fois on arrive dans certains services, il fallait faire la bise à 20 personnes le matin, tous les matins. Alors c'était le grand rituel, plein de bises, plein de bises, plein de bises. Et cette collègue me disait, tu sais, moi j'étais déjà un peu méfiant avec les virus, quand il y avait des épidémies, je gardais mes distances, je disais, bon attendez, je ne vais pas faire la bise à tout le monde en ce moment, c'est hyper contagieux, il faut faire gaffe. Et les gens se moquaient gentiment d'elle, en disant, ah ça va. Bon là aujourd'hui on se rend bien compte que faire la bise trop, on ne sait pas trop les virus qui viennent, qui vont, qui circulent, est-ce que ça vaut le coup tellement de s'exposer? Et on se faisait cette réflexion que, oui, c'est vrai, il y a des gens, on n'a pas besoin finalement de leur faire la bise, on n'a pas cet attachement affectif, on le fait par habitude sociale. Je prends un exemple, par exemple, moi je donne des formations, d'ailleurs Anne a été dans cette formation, et donc on a, je sais pas, 20 ou 30 étudiants dans la salle, et puis on passe toute une journée ensemble à faire des exercices, etc. Et puis le lendemain on se revoit, assez naturellement on se fait la bise, on fait la bise à des gens qu'on connaît depuis une journée. Si cette bise n'avait pas lieu, elle ne leur manquerait pas, et elle ne me manquerait pas, on est d'accord. Et donc ce que je disais à cette amie, c'est que, je disais, tu vois, effectivement, cette bise de quelqu'un que je connais depuis un jour, elle ne me manquerait pas, elle ne leur manquerait pas. Par contre, mes amis de l'institut de formation, les autres formateurs, les gens qui sont proches, avec qui je travaille, etc., que je n'ai pas vus depuis des mois et des mois, j'ai qu'une envie, c'est de les prendre dans mes bras. Et en fait, paradoxalement, cette crise, elle nous amène à re-hiérarchiser ce qui est important. Et ça, c'est quand même un aspect intéressant. À re-hiérarchiser qu'il y a des rituels, il y a des faux attachements comme ça. Il y a des rituels qui n'ont plus grand sens, et il y a des rituels par contre qui nous paraissent importants. Il y a un réajustement des variables, ne serait-ce que dans le fait de savoir à qui on va faire la bise quand on pourra enfin se biser, n'est-ce pas? Il y a des régions où ils disent se biser, c'est rigolo je trouve. Il y a d'autres possibilités qui sont apparues sous notre nez. Je jette ces questions en pâture comme ça un petit peu pour aller vers la fin de mon propos, mais par exemple le télétravail. Le télétravail, c'est pas une nouveauté. Le télétravail, on pouvait déjà le faire, ça fait longtemps qu'on peut faire du télétravail. Mais là, d'un coup, c'est comme si on le découvrait dans plein d'endroits. Tiens, d'un seul coup, parce qu'on était obligé, on s'est donné les moyens de faire du télétravail. On a équipé certains employés dans certaines entreprises. On s'est efforcé de le rendre possible alors qu'il l'était déjà. Et à la fin de la crise, certains employés et même certains employeurs se disent « Mais finalement, une partie du boulot en télétravail, c'est peut-être pas mal. » Vous voyez, il y a des évidences comme ça qui étaient sous nos yeux et qu'il a fallu qu'on ait, à cause de la situation, on se met à y réfléchir et à les adopter, et au moins les adopter en partie, et au moins y réfléchir. Pareil pour nous, les soignants. Moi, je fais partie des gens, par exemple, qui étaient assez réticents à la notion de téléconsultation. Voir quelqu'un à distance, c'est pas le même lien, c'est pas la même présence. Et au début, quand on s'est dit « Oh, faut faire des téléconsultations », ça faisait des mois qu'il y avait plusieurs prestataires de téléconsultation qui me haranguaient au téléphone en disant « Mais vous voudriez pas faire des téléconsultations, nana, pour vos patients ?» Non, pas question, je vois pas pourquoi je ferais des téléconsultations, moi je veux voir les gens en vrai. Et puis là, j'ai été bien obligé de m'y mettre.
Et là, maintenant qu'on peut se revoir, je me suis rendu compte que quand même, dans certaines situations, il y a un certain nombre de choses que je peux gérer à distance. Les médecins généralistes se sont rendus compte aussi que faire tout en téléconsultation, non. C'est ni possible, ni souhaitable, ni agréable, ni humain, ni machin. Mais gérer certaines choses, certaines demandes par une téléconsultation, c'est possible et c'est peut-être pas mal. Je me rends compte que j'ai des fois des patients qui doivent prendre un RER et faire 1 heure de route. C'est très bien pour faire une thérapie. De temps en temps, quand c'est pour un renouvellement d'une ordonnance que je connais par cœur ou pour avoir certaines nouvelles, voilà, il y a certaines circonstances qui pourraient, dans certains cas, je ne dis pas tous les renouvellements d'ordonnance, loin de là, mais il y a certaines circonstances qui pourraient être faites à partir d'une téléconsultation où on pourrait au moins débrouiller un certain nombre de choses avec des téléconsultations. Bien entendu, pas pour les spécialités techniques. Je pense à Anne qui est sage-femme, j'imagine bien qu'un examen physique nécessite évidemment la présence de la personne. Mais je pense qu'il y a un certain nombre d'entretiens, de choses qu'on peut dire, qu'on peut faire, même en pédiatrie, je pense qu'on peut débrouiller les choses un peu par téléconsultation avant de dire aux gens « venez, c'est très important que vous veniez, que je le vois » ou il y a des choses qui peuvent attendre. Voilà. Et ça, c'est une possibilité qu'on a découverte alors qu'elle existait et on a pu l'expérimenter. Pareil, je pensais à la question des conférences et des conférenciers. Dans d'autres sujets, dans d'autres domaines qui m'intéressent, il y a plein de fois où je me suis dit « Oh, ce conférencier, c'est génial, mais il est à l'étranger. Oh, si un jour il vient en France, si un jour j'ai l'occasion de le voir, oh là là, ce serait même bien qu'on se réunisse et qu'on le fasse venir, le mec, mais on va le faire venir de New York. Bon, alors il faut qu'on loue une salle, qu'on fasse payer des entrées parce que ça va nous coûter des sous de le faire venir. » Et là, ce même conférencier que j'avais envie de voir et je réfléchissais à comment le faire venir, en fait, il a fait une conférence Zoom. Et ça s'est très bien passé et on a entendu son propos. On n'avait pas besoin de le toucher pour entendre les super choses qu'il avait à nous dire. Pourquoi cette possibilité-là, elle ne nous frappait pas et le monde de la formation et de la conférence était avide de toute cette réalité alors qu'il y avait cette possibilité qui ne remplace pas tout. Il y a certaines formations où on sera obligé d'être ensemble. Mais il y a des choses qui étaient possibles et c'est comme si elles devenaient évidentes parce qu'on y était obligé. Alors, je termine sur un autre rituel qui est celui de l'école, qui est un rituel qui est en train de poser des grosses questions, puisque il y a une réouverture partielle des écoles, et il y a une réouverture partielle avec des dispositions assez drastiques, dont on a tous entendu parler. Peu d'élèves, distants les uns les autres, qui ne peuvent pas se toucher, etc., etc., des profs masqués, plus de jouets ou de livres parce qu'il ne faut pas les toucher, etc. Un grand nombre de recommandations. Le document du ministère apparemment faisait plus de 60 pages, enfin c'est quelque chose d'énorme. Et je sais que sur les réseaux sociaux, s'il y en a comme moi qui les fréquente, il y a commencé à y avoir des débats. Est-ce que c'est bon pour les enfants? Est-ce que c'est pas bon? Mais vous vous rendez compte de ce qu'on leur impose? On va les traumatiser. Et des réponses de gens qui disaient « mais pas du tout, ils sont tellement contents d'y aller, au contraire, ça les amuse ». Il y a eu des débats comme ça terribles. Au lieu de parler en tant qu'adulte, on devrait mieux de leur demander aux enfants ce qu'eux y en pensent. Tu vas voir qu'ils peuvent s'adapter. Et en fait, ce que je me suis dit, c'est que c'était comme pour tout le reste. S'adapter, ils peuvent s'adapter. Je veux dire la vérité, ils vont s'adapter. Et ils vont s'adapter mieux que nous, ils sont beaucoup plus flexibles que nous. Si nous, on est capable de s'adapter au télétravail, aux téléconférences, si on est capable de s'adapter aux téléconsultations, les enfants ont une capacité d'adaptation gigantesque, pour le meilleur comme pour le pire. Il y a des enfants qui sont capables de s'adapter à la violence, je prends des exemples extrêmes, mais voilà. On m'a souligné cet exemple-là, je sais qu'il est beaucoup trop extrême pour le sujet, mais parce que c'était un truc qui m'avait beaucoup touché. Il y avait eu cette vidéo il y a des mois et des mois, je l'avais relayé sur mon mur Facebook, où on voyait un père et sa fille en Syrie, et il y avait des bombardements tout le temps dans leur ville, et le père avait appris à la fille à en rire. Quand elle entendait le bruit des bombes, il la faisait rire. Et il était là, et on entendait un sifflement de loin, et il disait à sa fille, c'était sous-titré bien entendu, je ne comprenais pas, mais il disait oh, qu'est-ce qui va tomber, tu penses? Et sa fille disait une bombe. Et que ferons-nous quand la bombe va tomber? Et elle dit quand elle tombera, nous allons rire. Et ils attendent, elle tombe, et ils rigolent. Et c'est beau, c'est tragicomique, c'est un bonbon au poivre, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, je vois ce truc-là, je trouve ça magnifique, et en même temps, je trouve ça terriblement triste. Moi, j'avais les larmes aux yeux en voyant cette vidéo.
ça nous dit que bien entendu que les enfants peuvent s'adapter. Et s'ils peuvent s'adapter même à ça, vous croyez qu'ils vont pas s'adapter aux distances les uns entre les autres? Vous croyez qu'ils vont pas s'adapter à se dire bonjour de loin? Bien sûr qu'ils vont s'adapter. La question n'est pas vont-ils s'adapter ou ne vont-ils pas s'adapter. La question n'est pas vont-ils être traumatisés ou ne vont-ils pas être traumatisés. La plupart le seront pas, peut-être certains le seront. Et puis on fera ce qu'il faut. Je ne sais pas s'il y aura une deuxième vague ou pas de Covid, mais il y aura une vague psy, hein, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de gens qui vont arriver dans nos cabinets et qui vont être perturbés par tout ce qui s'est passé. Bien entendu que les enfants peuvent s'adapter. La question c'est à quoi voulons-nous que les enfants s'adaptent? C'est la seule question qui doit compter pour nous. À quoi voulons-nous nous adapter? Le télétravail, ok, c'est très bien, ça marche bien. Il faut qu'on fasse le choix de savoir dans quelle mesure ça correspond à l'idée qu'on se fait du travail. J'ai pas de réponse. Et c'est pas à moi de la fournir, je pense que c'est une réponse collective quelque part, ou politique, ou j'en sais rien. Mais quelle idée on se fait du travail? Quelle idée on se fait des rituels? Quelle idée on se fait de l'école? C'est pas le problème que les enfants s'adaptent. On pourra s'adapter. Je pense que les capacités d'adaptation de l'être humain, et hélas l'histoire nous le prouve, sont extraordinaires. Mais qu'est-ce qu'on voudrait? Quel choix on fait? Qu'est-ce qui est important pour nous? Et ça, quelles sont nos limites aussi? Et ça, c'est des questions qu'il faudra creuser. Finalement, un changement de rituel est tout à fait encaissable. La question, c'est ce qu'on souhaite. Maintenant qu'on a le choix, maintenant que j'ai le choix entre télétravailler ou pas télétravailler, quel choix je vais faire? Dans quelle mesure je vais faire ce choix-là? Voilà, je trouvais cette piste de réflexion en tout cas intéressante. Et je pense que la vraie question est relationnelle et qu'elle n'est pas tellement technique. Je pense que cette crise du Covid, enfin du moins c'est mon impression, n'a pas révolutionné la technique. Elle a évolutionné la technique. La technique a montré qu'elle était évoluée. On sait que Internet, ça fonctionne magiquement bien. On ne se rendait pas compte à quel point ça a permis aux gens de rester en lien quand ils étaient enfermés chez eux. On sait que Internet, c'est un outil qui a aidé la science. Mais là, ça a été extraordinaire. Je veux dire, si on regarde le bon côté des choses et qu'on oublie les polémiques, il n'y a jamais autant de scientifiques qui ont publié autant de choses et qui ont été autant en lien avec les autres. Il y a des trucs qui ont avancé parce que des gens s'envoyaient des messages sur Twitter. Il y a des gens qui ont partagé les résultats de leurs études avant de l'avoir proposé dans des journaux. Ils le balançaient sur Internet pour demander à leurs collègues de leur poser des questions. Il y a un site Internet qui sert à ça, où les scientifiques mettent leur projet d'article et les autres leur posent des questions pour améliorer leur article avant qu'il sorte. Il y a eu les scientifiques se sont donné la main d'une manière incroyable, la science n'a jamais autant progressé. Les gens qui travaillent dans les réa, les gens qui travaillent aux urgences ont progressé, mais c'est hallucinant. Les radiologues ont progressé, c'est hallucinant parce qu'ils ont collaboré, qu'ils ont communiqué. La technologie nous a prouvé l'évolution qu'elle amenait, mais ça n'a pas été une révolution. Et c'est pas tellement des questions qui se posent autour de la technique. La technique avance, elle suit son chemin, et on peut reconnaître que c'est absolument extraordinaire ce qui s'est passé. Je pourrais m'étendre longtemps là-dessus, mais je vais pas le faire, mais c'est vraiment incroyable. Je crois que la vraie question, qui par contre pour le coup concerne tout le monde, c'est la question du lien aux autres. Et donc voilà, j'espère vous avoir amené quelques pistes de réflexion, même si peut-être il y avait, comme je le disais, plus de questions que de réponses. Mais voilà, je pense que c'est la vraie question à se poser dans l'avenir. Qu'est-ce que nous allons faire de tout ça en termes de lien, d'attachement aux autres humains qui nous entourent? Voilà, on avait dit à peu près 3/4 d'heure, je crois que je suis dans les délais. Donc je vous remercie. Vous avez eu l'air attentif, en tout cas sur les photos. Donc merci beaucoup.